Bienvenue à tous, merci d'assister à Expérience. Je m'appelle Marcos Nunez, coordonnateur marketing chez InMind. Depuis plus de 10 ans, InMind accompagne la transformation numérique d'organisations dans plusieurs domaines. Cette évolution s'est accélérée ces dernières années, surtout avec le lot des changements que la pandémie a amené. Gold Partner Microsoft, nous avons structuré notre offre avec des nouvelles méthodologies et offres prépackagées qui nous permettent de vous offrir les solutions de gestion d'entreprise tout en les adaptant à votre réalité d'aujourd'hui et en vous offrant le plein contrôle. Notre équipe organise depuis plusieurs années d'expérience, car nous croyons que votre entreprise a besoin de solutions intelligentes, innovantes et évolutives pour croître à son plein potentiel. Maintenant, commençons la session Transformez vos projets en solutions pratiques et concrètes avec la Power Platform. Bonjour à tous, merci Marco pour cette présentation. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler, donc, comme si bien précisé, de la Power Platform. Qu'est-ce que c'est? Donc, rapidement, je vous présente le sommaire de la présentation que nous allons vous faire. Nous allons d'abord repasser sur qu'est-ce que la Power Platform. La plupart d'entre vous doivent déjà connaître, mais nous allons avoir besoin de repasser là-dessus rapidement. Ensuite, je vais vous montrer comment créer en quelques clics une application simple via les outils Microsoft Power Platform. Derrière, nous passerons ensuite sur une application plus poussée qui est inspirée de la première que j'aurais préparée, sur laquelle nous allons vous présenter comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec Power Apps, avec Power Automate et avec Power BI. Et à la fin, nous passerons sur la session de questions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la Power Platform? C'est une plateforme regroupant un ensemble d'outils permettant d'adapter l'ensemble de vos données et opérations à la plus grande réalité d'affaires avec des outils agiles accessibles au plus grand nombre. C'est une très jolie phrase, mais ça veut dire beaucoup de choses. Donc, plus en détail, donc c'est en réalité Power Platform a été créé par Microsoft pour donner plus de fonctionnalités au travers de son écosystème à ses utilisateurs, permettre tout simplement d'améliorer le travail, la productivité de chaque entreprise. C'est composé de 4 grands thèmes: l'application, l'automatisation, l'extraction et la communication. Comment cela est réalisé? C'est grâce à 4 des principaux outils qui composent la Power Platform que vous voyez listés tout en haut de cet écran: Power BI, Power Apps, Power Automate et Power Virtual Agent. Qu'est-ce que font ces outils? Donc, Power Automate, le nom parle de lui-même, il permet d'automatiser les processus. Power Apps, c'est pour vous permettre d'avoir une meilleure visualisation de vos outils, donc créer des applications simples d'utilisation pour vos utilisateurs à l'interne. Ensuite, Power BI, ça permet d'analyser les données, c'est pour pouvoir créer des rapports intelligents. Toute la partie intelligence d'affaires va pouvoir être intégrée à l'intérieur de celle-ci. Et ensuite, la dernière fonctionnalité, c'est Power Virtual Agents, qui permet de créer des chatbots, donc pour pouvoir naviguer plus simplement au sein de tout votre environnement d'entreprise. Nous ne passerons pas aujourd'hui sur la partie de Power Virtual Agents qui demanderait énormément de temps en fait juste à présenter avec toutes ces possibilités, mais nous allons voir aujourd'hui lors de cette présentation donc les 3 premiers que j'ai listés: Power Automate, Power Apps et Power BI. Quels sont au final les avantages de la Power Platform? C'est avant tout améliorer la productivité de votre entreprise. Comment le faire? On va pouvoir optimiser les processus et les opérations grâce aux différents outils que je vous ai nommés juste avant. Automatiser des tâches répétitives, chose qui est souvent le cas dans une compagnie. Plus la compagnie est grande, plus il y a des tâches répétitives, c'est souvent le cas. Là, ces outils vous permettent d'automatiser le tout. Ensuite, l'amélioration, bien entendu, de l'accès et de la visibilité de vos données, chose qui est toujours importante au sein des processus d'une compagnie, et tout ça avec une grande flexibilité. Donc, nous allons passer aux démonstrations. La première sera principalement, donc, comme je vous le disais, créer une petite application très simplement en quelques clics pour vous montrer la simplicité d'entrer en la matière dans la Power Apps. Et ensuite, nous allons vous montrer jusqu'où on peut aller avec ces outils-là. Donc, par défaut, Power Apps est directement intégré à vos environnements
Microsoft, si jamais vous avez une licence Office 365 ou Dynamics, vous aurez ce petit lien Power Apps qui vous permettrait d'aller dessus. Ici, on va partir sur un des outils les plus communément utilisés pour commencer avec Power Apps, qui est SharePoint, que vous connaissez sûrement tous. Donc, l'idée, c'est de partir à partir d'une liste SharePoint que vous avez sous les yeux, avec quelques informations. Elle peut partir d'être vide ou déjà avec énormément de données, et on va créer une app à partir de celle-ci. Donc ici, j'ai une application qui est très simple. En fait, on s'est inspiré de quelque chose que nous avons fait à l'interne chez InMind, qui est un registre Covid. L'idée, c'est quoi? C'est, comme vous le savez, depuis 2 ans maintenant presque, nous sommes en pleine pandémie, et dernièrement, il y avait des informations gouvernementales, en fait, qui nous interdisaient de remplir les bureaux à pleine capacité. Donc l'idée, en fait, que nous avons fait chez InMind, c'est pour éviter d'être surchargé au nombre de personnes dans le bureau, nous avons créé un registre qui permet donc aux personnes de s'inscrire, de signaler qu'elles sont là, et surtout, au cas où il y a une éclosion, de pouvoir identifier qui était quel jour au bureau et qui aurait pu être possiblement affecté. Donc, à partir de là, j'ai ma liste qui est prête. Donc, elle a été préconfigurée, vous voyez, très simple. Juste quelques champs, l'employé, le bureau où il était présent, la date, bien entendu, et un petit commentaire. L'acceptance étant pour des conditions, et vous le verrez plus tard, c'est pour accepter les conditions comme quoi, oui, je suis bien au courant que je vais au bureau et qu'il y a que je ne suis pas malade, je suis vacciné, etc. Donc, je passe directement dans Power Apps. Et là, ça, c'est tout simplement la page d'accueil de Power Apps. Donc, dedans, vous avez différentes applications, comme vous voyez, nous en avons quelques-unes ici. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de partir directement sur la liste SharePoint. La voici. Donc, Power Apps me donne de suite des outils par rapport à des choses préintégrées Microsoft, principalement, pour pouvoir créer mon app très simplement. Vous allez le voir. Ici, comme je le disais, je pars avec du SharePoint, je clique dessus. Et donc là, à partir de là, je vais aller chercher ma liste SharePoint et ainsi pouvoir créer mon application à partir de celle-ci. Donc, bien entendu, je sais où elle est, je vais là-dessus et automatiquement, je vais faire tout simplement une connexion dessus. La magie de Power Apps s'opère et vous allez le voir dans quelques secondes. Bien entendu, ça prend un peu de temps, hein. Il y a pas mal de choses à faire tourner derrière, mais on va avoir une application entièrement intégrée via Power Apps. Et voilà. Donc là, automatiquement, je suis en mode édition, bien entendu, mais j'ai une application qui est déjà créée instantanément. J'avais juste une liste, comme vous le voyez. J'ai créé une app de zéro, du moins de la liste. Et donc, passons en mode démonstration. Nous allons voir comme quoi, OK, dès le départ, qu'est-ce que j'ai? J'ai la liste des items qui étaient déjà rentrés dans la liste, bien entendu. J'ai la possibilité de trier ces items. Donc, c'est préconfiguré d'une façon ou d'une autre. Généralement, c'est sur le premier champ que ça va être configuré. Ici, ça ne bouge pas grand-chose, c'est normal. J'ai la possibilité, dès le départ, d'ajouter des entrées dans la liste, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, en quelques clics, j'ai créé une application. Bien entendu, ça ne répond pas à tous les besoins d'une compagnie. Même dans notre cas, ça ne répondait pas à tous les besoins. Donc là, par exemple, on va faire quelques petites modifications très simples. J'ai envie d'avoir la photo, par exemple, de la personne. Donc, Power Apps me donne quelques outils très simples d'utilisation. Automatiquement, ça va charger, ça va se mettre à jour. Donc, ici, vu qu'on n'est pas en mode prévisualisation, la photo ne se charge pas automatiquement dès le départ, mais une fois que je redémarrerai l'app, nous aurons la photo visible. Donc, par exemple, je voudrais ajouter directement dans l'écran d'édition un petit texte d'information. Donc, je vais switcher directement. On va supprimer cet élément qui nous est inutile. Ce sont des éléments mis par défaut, bien entendu, par l'outil Power Apps. Je vais ajouter un petit élément, hop là, et en fait, la fameuse acceptance dont je vous parlais tout à l'heure, je vais mettre un texte informatif là-dessus. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai rentré les quelques informations que je voulais au sein de l'application. Revenons sur la liste. Ici, nous avons par exemple ce titre ici. Et là, très simplement, je vais changer tout simplement et je vais afficher la date à laquelle la personne sera présente. Voilà. Donc là, à partir de là, on a quelques informations. Maintenant, voyons comment cela marche. Tout simplement, je viens ici, je vais chercher mon nom, je vais m'ajouter tout simplement. Je vais aller
au bureau de Montréal et disons que ce sera demain. À partir de là, j'accepte les conditions, je sauvegarde et automatiquement, vous voyez, j'apparais dans la liste. Je suis bien là. Mon entrée est automatique. Et si je switch sur la liste dans SharePoint, en actualisant, je devrais avoir normalement mon nom qui devrait apparaître et ce n'est pas le cas. Bon, ce n'est pas bien grave. Si, c'est bon, voilà, un petit temps de latence. À partir de là, vous allez me dire, OK, c'est sympa, etc., mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'utilisation complète à ce niveau-là, dans le sens où il peut y avoir beaucoup plus besoin de droits, de gestion, etc. Et c'est pour ça que je vais passer à l'application que nous avons modifiée, donc inspirée directement de ce format-là, qui est une application plus poussée avec plus de fonctionnalités à l'intérieur de celle-ci. Voici donc l'application en question. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Tout simplement un message d'alerte que nous avons décidé de mettre au départ sur l'application dès que nous la lançons. Donc, j'accepte cette alerte-là. Et là, nous avons beaucoup plus de fonctionnalités et je vais vous les présenter assez rapidement. Donc, nous avons déjà une option entre une gestion de droits différents. Ici, je suis en mode utilisateur, donc ça ne liste absolument que les informations à propos de moi-même, parce que je suis utilisateur, donc comme ça peut être à travers le cadre d'une entreprise, n'importe quel utilisateur peut utiliser cette app, mais n'a pas les droits de gestion ou autre. Et à côté, je vais passer en mode gestionnaire. Donc, au niveau du mode gestionnaire, qu'est-ce que j'ai? J'ai plusieurs personnes qui ont fait des demandes. Et ici, nous avons ajouté la fonctionnalité d'accepter ou de refuser une demande. Tout simplement parce que le bureau peut être plein. Donc, je fais ma demande à l'avance et automatiquement, mon gestionnaire ou un des gestionnaires autorisés qui fait partie, donc qui a ces droits-là, va pouvoir venir ou accepter ou refuser ma demande. Donc ici, par exemple, j'ai Daniel Da Silva, présentateur de cet événement un petit peu plus tard, qui a fait une demande donc pour le 21 février. On va l'accepter et automatiquement, il va disparaître. Pourquoi? Parce que là aussi, on a ajouté une petite option qui nous permet de voir uniquement les demandes en attente ou les demandes, toutes les demandes qui ont été faites. Donc, on a les acceptées, les refusées et bien entendu, toujours celles qui sont en attente. Donc, automatiquement, je peux aussi ici modifier les données. Autre fonctionnalité intéressante qui est souvent utile dans les compagnies, c'est par exemple la traduction. Ici, il se peut, dans une compagnie bilingue, qu'on ait des personnes qui ne parlent pas forcément les deux langues. Donc, automatiquement, nous avons ajouté une fonctionnalité de traduction. À partir de là, nous avons mis juste français-anglais, mais on n'a pas de limite non plus pour ajouter un nombre de langues, toutes les langues que vous voulez pour une entreprise internationale. Cela peut être aussi très utile. Donc, ces quelques fonctionnalités sont des fonctionnalités assez basiques, vous me direz, mais qui ont un certain intérêt au sein d'une compagnie, surtout dès que cela rentre dans une compagnie de grande envergure. Ensuite, faisons une nouvelle entrée. Nous avons aussi ajouté quelques petits plus là-dessus. Donc, je vais refaire une demande donc, pour demain et je vais valider. Le commentaire étant facultatif, je ne vais rien rentrer pour l'instant, mais à côté, comme vous voyez, il n'y a plus de bouton valider parce que nous avons décidé que tant que la personne n'accepte pas, ne check pas la case donc en bas d'acceptation des conditions, on ne peut pas enregistrer sa demande. Donc automatiquement, vous voyez, en changeant cette option, j'ai tout simplement le bouton de sauvegarde qui est apparu, je le fais et ma demande est donc rentrée dans la liste. Donc tout ça pour vous montrer quoi? C'est que Power Apps, on peut partir de quelque chose de très simple, comme l'app que j'ai créée en quelques clics. Ça m'a pris, j'ai pas la montre en main, mais à peu près 2 minutes. J'avais une application qui était prête déjà, un formulaire qui me permettait d'éditer sur ma liste SharePoint. Mais ce n'est pas tout ce qu'on veut. On ne veut pas juste travailler avec des listes SharePoint, on ne veut pas travailler juste avec un formulaire simple. Parfois, on a besoin de beaucoup plus de données et c'est ça que nous essayons de vous montrer. C'est la possibilité de faire tout cela grâce à Power Apps. Donc, tout simplement, ici, nous avons une version un peu plus poussée, mais ça reste minime par rapport à toutes les possibilités de la Power Apps, de la Power Platform. À savoir que actuellement, ce qui se passe derrière, et mon collègue Charles Olivier va vous le montrer, c'est que j'ai reçu un courriel avertissant comme quoi ma demande avait bien été reçue. Pourquoi? Parce que Power Automate nous permet de faire ça et on va vous le présenter juste après. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On est sur SharePoint, mais on aurait pu écrire dans du Excel, on aurait pu écrire dans des bases de données SQL.
Power Apps nous permet de nous connecter à des centaines de différents types d'environnements. Et ça aussi, c'est quelque chose de très performant. Donc, à l'aide de connecteurs et de toutes ces choses-là, nous allons pouvoir envoyer ces informations, non pas uniquement à des listes SharePoint, mais au système que vous souhaitez. Donc, cela fait à peu près le tour de la partie Power Apps pour la présentation Power Platform. De ce pas, je vais passer la main à mon collègue Charles Olivier qui va vous présenter la partie automatisation avec Power Automate. Bonjour. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter la Power Automate de Microsoft. J'ai un background en programmation et ça fait quelques années que je me spécialise principalement sur Power Apps et Power Automate. Donc, pour commencer, Power Apps, Power Automate, c'est des systèmes simples, no code, low code qu'on va appeler, qui n'ont pas de besoin de gens nécessairement qui ont des backgrounds de programmation ou qui viennent du secteur des TI. La force de ces outils-là, c'est justement qu'ils sont simples, accessibles et que souvent, seulement les personnes qui font les processus métiers, qui sont au courant de ces processus-là, souvent, ils ont les compétences nécessaires suffisantes pour pouvoir développer du Power Automate ou du Power Apps. C'est accessible, ça vit dans le cloud, ces solutions-là. Donc, on peut y avoir accès au travers des mobiles, des tablettes, des environnements desktop. On peut y avoir accès au travers de différentes autres applications qu'on peut interagir avec eux. Comme Camille le mentionnait, c'est connecté avec une multitude de connecteurs. Ça permet d'avoir des interactions entre une multitude de systèmes. Il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment une grosse force de ces solutions-là. Power Automate, justement, sert à améliorer les processus, automatiser tous les processus métiers. Donc, ça permet d'avoir une meilleure communication, une meilleure organisation au sein d'une entreprise. Ça permet d'éliminer tous les vieux processus qui étaient sur papier. On peut tous les transformer en processus informatiques. Et lors de cette action-là, on peut aussi les réviser et trouver des façons de les améliorer. Il y a plus d'actions possibles. Donc, au travers de ça, on peut gagner en rapidité, en efficacité et au final, gagner de l'argent pour la compagnie ou l'entreprise. Ici, on peut voir, c'est ça, qu'il y a vraiment beaucoup de connecteurs. Des connecteurs pour tout l'environnement, l'écosystème Microsoft avec Office 365, voire Dynamics 365 aussi, mais aussi beaucoup de connecteurs tierces parties. On peut interagir, peu importe le logiciel ou la base de données, on va pouvoir interagir avec. Quand un connecteur out of the box n'existe pas, on peut aussi aller chercher des connecteurs personnalisés, des custom connecteurs. Avec ça, on peut retrouver du data d'une base de données ou d'une application tant que cette application, cette base de données-là a un API, on va pouvoir créer un connecteur pour lui parler. Évidemment, ça demande un peu plus de connaissances en développement pour ces actions-là. Après, on a aussi les passerelles. Les passerelles ou data gateway en anglais, ça sert à aller chercher du data qui serait sur des environnements on-prem, sur des environnements locaux, donc les serveurs qui sont hébergés dans votre propre entreprise. On est capable d'aller chercher le data directement sur ces environnements-là aussi. Après, Power Automate, Power Apps peuvent aussi utiliser des connexions aux tables du Dataverse. Souvent, des applications Microsoft Dynamics 365 peuvent travailler, interagir avec les tables, le data qui est dans le Dataverse. Donc, tout ça aussi est possible. Une des forces de Power Automate, voire même Power Apps, c'est que souvent, on a des templates. Les templates, les gabarits ou les modèles sont des blocs déjà faits, préconfigurés ou qui demandent peu de configuration, qui permettent d'avoir déjà des scénarios use case pour faire des interactions, comme synchroniser mes devoirs avec Google Drive. Quand on a des choses dans
dans Google Drive, on peut avoir une synchronisation avec un autre système. Il y en a vraiment plein des templates. On peut utiliser des parties d'un template ou d'un autre pour créer les flows qu'on a besoin, s'en inspirer. C'est vraiment une grosse librairie, puis ça permet le développement rapide de certaines fonctionnalités. J'aimerais vous faire une petite tour rapide de comment qu'un flow est constitué. Je vais ouvrir mon flow ici. On voit les informations, les détails généraux du flow. Et on peut aussi aller dans le flow dans le mode édition du flow pour voir comment que tout fonctionne ici. Donc, les flows fonctionnent avec des blocs d'action. C'est une structure assez simple qui est organisée avec différents blocs. Le premier bloc, c'est toujours le trigger, le déclencheur. C'est à partir de lui que le flow va démarrer. Ici, l'action, c'est lorsqu'un élément est créé dans SharePoint, dans notre tenant. Dans le fond, c'est la liste que Camille utilisait précédemment. Quand on crée un élément ici, ça va déclencher le flow. Après, comment que ça marche? C'est que le déclencheur, souvent, va récupérer les datas de l'élément créé dans ce cas-ci. Donc, si je veux aller dans un autre bloc d'action, rajouter un élément, mettons ici, je fais le titre de la demande d'approbation, je peux aller chercher tous les éléments, toutes les informations sur l'élément qui a été créé. Donc, je peux avoir le email de la personne qui l'a créé. Dans ce cas-ci, je cherche le champ employé, son display name, le nom de l'employé. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres choix possibles, tout dépendant de qu'est-ce qu'on a créé, c'est quoi le déclencheur, on va pouvoir sortir les datas en fonction. Comme ici, c'est ça, ma deuxième action, c'est une demande d'approbation. L'approbateur va l'approuver ou la rejeter, c'est le premier à répondre. On a une description pour dire c'est quoi le titre de la demande. On l'affecte, là, par défaut, je l'affecte à mon propre compte, mais je pourrais aussi vouloir utiliser le manager de la personne. Donc, avec un connecteur Office, je pourrais obtenir le responsable, les données du manager du compte qui a créé l'élément. Donc ici, je peux mettre l'employé email et en fonction de ça, ici, je pourrais retrouver, admettons, le nom. En tout cas, il y a le nom du manager à quelque part. Il y a les prénoms, nom de société. Obtenir. Ok, nom de la société, pays, nom d'affichage du manager. Okay. Donc, c'est ça. On peut retrouver plusieurs éléments. Dans ce cas-ci, mon compte n'a pas de manager pour l'instant. C'est juste un compte pour la démo. Donc, je vais pas laisser ça. Mais c'est juste pour dire qu'on peut retrouver plusieurs informations, des profils, Microsoft, tout. C'est ça. Ça, c'est la demande. Quand la demande est... On peut faire des conditions. Si ma demande est approuvée, je vais avoir un branchement ici. Si elle est refusée, j'ai un autre branchement. On peut mettre plusieurs types de conditions dans du Power Automate. On peut rajouter différentes conditions. On a d'autres types de branchements comme les switch case. Il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont possibles de faire. Ici, je finis mon flow en faisant un envoi d'email pour dire si la demande est acceptée ou rejetée. Et finalement, je vais faire un petit update dans la liste SharePoint ici pour rajouter une coche à acceptance si je ne l'ai pas fait. Donc, pour les blocs d'action, il y en a vraiment beaucoup de possibles. On a des actions standards ou premium. Ça va dépendre de l'abonnement, la licence qu'on a dans Power Automate. Les actions standards sont d'habitude avec tous les connecteurs Microsoft natifs. On en a plusieurs. Il y a vraiment beaucoup d'actions possibles.
Comme qu'on voit, ça en fait pas mal déjà en partant, mais en plus, on a les premiums aussi qui là rajoutent tous les outils tierce partie. Un flow peut être déclenché à partir d'un outil tierce partie. Ça peut être déclenché à partir d'un Power Apps qui vit au sein de l'écosystème Microsoft. Ça peut être des flows déclenchés selon des dates précises ou à certains moments de la journée. Il y a une multitude de déclencheurs de départ pour déclencher un flow. Et ensuite, il y a une multitude d'actions possibles qu'on peut faire après ça. On pourrait envoyer des notifications dans Teams, plein de choses. Je pense dans ce cas-là, vraiment, sky is the limit dans certains cas. Évidemment, la plateforme a certaines limites, je veux pas, mais les actions sont vraiment multiples et d'habitude, on est capable d'arriver à qu'est-ce qu'on veut. OK, là, mon flow, il était déjà créé tout. Juste si je veux voir l'exécution, je peux toujours créer un, il faut que je retasse, un item ici. Et on va choisir le bureau, la date. On peut rajouter un commentaire. Je vais faire save. Mon item il est automatiquement créé ici, mais là, mon flow, il va s'exécuter. Des fois, ça peut prendre un certain moment avant qu'il exécute, car ces contrôles-là sont effectués, je pense, aux 5 minutes ou quelque chose comme ça. Mais éventuellement, mon flow va s'exécuter et ça va m'envoyer un mail qui ressemble à ça. Tantôt, quand Camille a créé un élément dans la liste, ça l'a créé justement une demande et on reçoit ça avec la demande d'approbation que je peux faire approve, même marquer un commentaire, quoique si je l'enregistre pas, ça dérange pas, et soumettre ma demande. Elle est déjà acceptée, mais principalement, ce que ça fait, c'est que ça va venir faire l'update dans la liste que j'avais faite comme action. Justement, j'ai reçu ma vraie... Non, ça, c'est l'autre qui a exécuté après ça. Là, il vient d'exécuter mon flow. On peut aussi voir dans l'historique comment un flow roule. Donc, on peut voir les différentes étapes, qu'est-ce qui a exécuté, tout ce qui a été fait. Ah, voilà, justement, ma propre demande. Donc, si je fais approve, approve, mon flow a été approuvé et mon crochet s'est mis ici. La ligne a été mise à jour. Donc, Power Automate, c'est un outil simple d'utilisation, assez puissant. On peut faire une multitude d'actions. C'est plaisant à utiliser aussi, je dirais. Et je pense que si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider sur ça. Alors, je vais commencer par vous expliquer un peu rapidement le concept de Power BI et comment il s'articule. Power BI, donc, c'est deux applications. Une première qui est une application locale, elle permet de faire la conception de rapports. En résumé, elle permet de se connecter à un ou plusieurs sources de données simultanément, de transformer les données brutes en requêtes. Parce que ça permet d'éliminer des champs, supprimer des champs inutiles, changer le type de données et d'autres choses qu'on peut faire. Une fois qu'on a créé ces requêtes, on est capable de lier ces différentes requêtes entre elles pour ensuite pouvoir avoir un jeu de données cohérent. Et à partir de là, de concevoir un ou plusieurs rapports à partir de ce jeu de données qui va permettre ensuite de le publier dans la deuxième partie, qui est donc la partie partage dans le service Power BI. Donc la seconde est une application web qui est hébergée sur Azure. Alors, comme toutes les applications de Microsoft, elles sont quand même accessibles on-premise, si on le souhaite. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, Microsoft pousse réellement l'utilisation du nuage. Et à travers ça, en fait, leur façon de faire, c'est tout simplement de permettre une meilleure intégration quand les applications sont toutes dans le nuage, dans leur application Azure. Eh ben, il y a une meilleure interconnectivité entre elles et une meilleure, on peut donc les faire travailler ensemble beaucoup plus facilement. Mais c'est pas impossible lorsqu'on est on-premise, ça marche aussi.
C'est une application dite SaaS, donc un Software as a Services. Donc c'est vraiment un service qui est octroyé en fait à travers le web. Ce que ça permet de faire, cette partie-là, c'est de créer des visuels. Donc, on peut créer des tableaux de bord. Donc, en gros, on part d'un rapport, on peut découper ce rapport en différents tableaux de bord qu'on va partager par la suite. Créer des vues adaptées au mobile. D'accord. Donc, on va avoir une vue ordinateur, tablette initialement, puis on peut donc créer une vue spécifique pour un téléphone. Et bien sûr, un des points forts, c'est le partage. Donc, on peut partager en fait les dashboards, les rapports à l'ensemble de l'organisation, voire même en dehors de votre organisation. Donc, c'est une grande force en fait de l'outil Power BI. Je vais aussi mettre l'emphase sur la partie sécurité, parce que la sécurité, c'est un cheval de bataille pour tout le monde aujourd'hui, surtout depuis qu'on est tous chez soi à travailler. Donc, la sécurité est vraiment très importante et Microsoft investit beaucoup sur la sécurité. Il faut juste comprendre que ces deux applications, qu'elles soient desktop ou que ce soit le service, utilisent vos credentials, enfin vos comptes que vous êtes connecté et elles limitent en fait les accès à ce que vous avez le droit de voir. Donc, c'est pas parce que vous créez une requête et que vous avez énormément de droits, donc vous voyez toutes les données de l'ensemble des applications que vous allez chercher. Les personnes à qui vous allez les partager, eux, vont être vraiment limités à ce qu'ils ont le droit de voir dans ces différentes applications. Donc, et ça, c'est natif. C'est-à-dire que la personne, vous créez votre rapport, vous partagez le rapport, et la personne qui va consommer ce rapport, à qui vous l'aurez partagé, sera limitée dans sa consultation par rapport à ses droits. S'il ne peut pas voir telle et telle donnée, les données n'apparaîtront pas en fait pour lui. Il y a un deuxième volet au niveau de la sécurité avec Power BI, c'est le fait de pouvoir créer une propre sécurité. C'est une conf donnée. En fait, on peut rajouter donc des notions de données et limiter en fait des accès. Admettons que vous ayez, je sais pas, des entrepôts ou des régions. Enfin, vous avez des KPI par région, par entrepôt ou peu importe. On peut très bien créer dans l'application en fait rajouter une couche supplémentaire qui serait de rajouter en fait une couche donnée en disant telle personne n'a le droit de voir que telle partie des données, donc tel entrepôt par exemple ou telle région. Et malgré que le rapport est complet et toutes les données sont présentes, il serait vraiment limité juste à cette partie-là. Donc pour le volet sécurité, donc pour moi ça peut. Donc on va passer directement à la démo. Alors, la démo. Donc Power BI Desktop, ça ressemble à ça. C'est une application qu'on télécharge, qui est accessible directement sur le site powerbi.com. Vous avez un petit icône sur le côté droit, vous êtes capable d'aller télécharger l'application. Alors l'application ne nécessite pas de licence, vous téléchargez, si vous avez accès au site web, vous pouvez télécharger l'application et elle ne nécessite aucune licence. Les licences sont vraiment nécessaires pour partager en fait, c'est vraiment le service en fait qui est licencié et c'est lui qui permet en fait de tout le partage et toute la force en fait de Power BI. Parce que sinon en fait c'est comme un fichier Excel que vous avez sur votre bureau et à moins d'envoyer le fichier et que les gens aient tous Power BI desktop pour pouvoir l'ouvrir, il n'y a pas beaucoup d'intérêt en fait à utiliser juste Power BI Desktop. C'est vraiment la partie service qui a une plus-value qui permet en fait, une fois qu'on a fait un rapport, de le partager à l'ensemble de votre organisation et au-delà. Donc, le rapport est divisé en trois parties, en trois volets. Donc, il y a une partie qui est ici pour la conception de rapport, où ici on va trouver l'ensemble des champs. Ici, les visuels qu'on peut faire, les filtres et la conception du rapport. Une partie ici qui est de table qui permet en fait surtout de créer quand on veut ajouter des colonnes ou surtout quand on veut ajouter des colonnes, ça permet d'avoir une visualisation plus clean comme on est sous Excel avec un tableau en fait. Donc on est sous le même format. Et une partie qui permet de faire les liaisons, parce que forcément, plus vous avez de requêtes, si vous voulez que les choses s'interconnectent, il faut pouvoir les lier entre elles. Parce que des requêtes qui sont pas liées ne peuvent pas se parler ensemble, donc on n'est pas capable de faire un rapport qui va utiliser les deux requêtes ensemble. Donc, on va commencer. Donc, la première chose qu'il faut faire une fois qu'on est connecté à Power BI, c'est d'aller chercher des données. Donc, ici, comme l'expliquait un peu
toute l'équipe à Power Platform, c'est le même principe ici. On a donc la possibilité de se connecter à énormément de connecteurs. Il y a vraiment énormément de connecteurs disponibles à travers l'ensemble des applications. Donc là, on voit les plus utilisés, c'est souvent Excel. Donc on voit qu'on peut aller chercher tout simplement une liste Excel. On peut se reconnecter à un dataset, à un jeu de données autre qu'on a déjà créé. On peut aller dans le Dataverse, qui a été expliqué tout à l'heure. On peut se connecter directement à une base de données SQL. On peut aller sur une base de données SQL Analysis. On peut aller sur du OData. Alors, c'est peut-être un peu abstrait pour vous, l'OData, mais c'est un mode de communication qui a été développé à travers les applications web, qui permet tout simplement, avec un URL, au lieu de se connecter avec des credentials sur une base de données, avec un URL, en fait, de se connecter directement à une application. Donc là, aujourd'hui, on ne fera pas le débat parce que l'application sur laquelle je vais me connecter, elle a été faite sur SharePoint. Donc, si on prend la liste de tous les connecteurs, qui va apparaître dans quelques secondes, on va voir en fait qu'on est vraiment très peu limité, on a vraiment accès à tout. Quand on voyait SQL Server, parce que c'est quand même natif, c'est Microsoft, mais on peut quand même accéder à n'importe quelle base de données, qui soit Oracle, peu importe, voilà, ça arrive. Donc là, on a l'ensemble de tous les connecteurs qui sont disponibles pour aller donc chercher des données. Il faut savoir que vous n'êtes pas limité à un seul. C'est pas parce que vous utilisez un connecteur que derrière, vous pouvez pas aller chercher un autre connecteur et les lier ensemble. Donc, on peut se retrouver dans un rapport, utiliser un fichier Excel, une base de données SQL, aller chercher une application web, aller se connecter à un site web et récupérer de l'information directement du site web, une base Access, tout ça ensemble. Alors, bien sûr, la difficulté de tout ça, ensuite, c'est de pouvoir lier toutes ces tables ensemble. Et si on est capable de lier toutes ces tables ensemble, ben, on est capable de faire un rapport qui donc va chercher une multitude de sources de données distinctes. Et c'est assez important. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer en fait en allant chercher tout simplement les données qui ont été générées par la liste online de SharePoint de l'application. Donc là, en fait, il me demande tout simplement un URL. Donc je vais aller me mettre sur l'URL en fait où se trouve l'application. Je vais donc copier l'URL. Et me connecter tout simplement. Et on va voir en fait, il va m'ouvrir une fenêtre avec l'ensemble des listes qui sont disponibles. Ok. Donc là, je vais aller sur Démo XP registre. On voit ici qu'on est capable de voir les données. Celle que tout à l'heure montré, je pense que c'est celle-ci. Voilà, on voit les lignes qui ont été créées juste précédemment. Donc on a une prévisualisation des données. D'accord. Donc on est capable de vérifier que ce qu'on va prendre, ça correspond bien à ce qu'on a besoin. Donc une fois qu'on a choisi la liste qu'on veut utiliser, on a deux modes pour insérer cette partie-là dans Power BI. On peut loader directement la liste et auquel cas on va avoir l'accès à tous les champs qui sont ici, où on va pouvoir, et donc là on aura une requête qui ressemble, pour ceux qui font un peu de technique, c'est un select étoile from, et on va récupérer l'ensemble des données avec toutes les colonnes de la table. Et si on souhaite, on peut aller dans Transform Data, qui va ouvrir une nouvelle fenêtre, et qui là va nous permettre de faire un certain nombre de choses, d'actions qui vont réduire en fait, qui peuvent réduire le nombre de colonnes, le nombre de lignes. On peut faire énormément de choses. On peut filtrer, on peut enlever les doublons. Donc c'est vraiment cette partie-là qui est importante. Moi, je vais tout simplement réduire mon nombre de colonnes parce qu'il y a beaucoup de colonnes qui me servent à rien dans cette liste. Donc je vais prendre ce qui m'intéresse. Je vais prendre un ID, je vais prendre le titre, peut-être la date de création, l'employé bien sûr, la date et l'office. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Oui, besoin, des ID team et peut-être le statut, bien sûr. Et les commentaires, voilà. Donc, en faisant oui, je me retrouve donc avec une liste beaucoup plus petite, avec des données beaucoup plus concises qui vont me permettre d'exploiter ensuite lorsque je vais faire mes rapports. Donc, je peux aussi changer le nom de la requête, étant donné que je l'ai un peu limité, donc je vais l'appeler Covid. Registre, par exemple. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ces modifications, j'ai juste à appliquer ces modifications qui vont tout simplement venir se charger dans mon Power BI.
Donc, il m'a apporté 19 lignes. Donc, on voit ici maintenant le registre. Ici, je vois l'ensemble des champs que j'ai sélectionnés. Et ici, on est capable de voir ma table. Et ici, en ligne, l'ensemble des données, comme je l'expliquais tout à l'heure. Pour vous montrer en fait qu'on est capable d'aller chercher multiples sources de données, je vais aller chercher une autre donnée qui est un fichier Excel, qui est ma liste des équipes. Je vais la charger. Alors, ça va être le même principe, il va m'ouvrir une fenêtre que je vais devoir sélectionner. Et donc, il va me visualiser la liste que je vais charger. Là, j'ai pas besoin de modification parce que j'ai les champs que j'ai besoin. J'ai pas besoin de transformer quoi que ce soit. Donc, je vais loader directement ma liste dans Power BI. Donc, ça va prendre quelques secondes. Voilà, il m'a chargé ma liste et je me retrouve donc avec mes deux tables. D'accord? Donc, ici, je vais voir mes deux tables en ligne sous forme de tableau. Et ici, je vais voir mes deux tables et on voit qu'elles ne sont pas liées ensemble. Alors, je vais vous montrer le principe de pourquoi il faut lier une table. Admettons que je prenne ici la liste des employés. D'accord? Donc, je vais avoir une liste. Malgré que j'ai un ID team ici, le fait qu'ils ne soient pas liés ensemble, si je vais chercher cette donnée que je la rajoute ici, j'ai automatiquement un message d'erreur. D'accord? Donc, si j'enlève mon team et que je le mets ici, je vois pourtant que j'ai bien des données, mais je ne suis pas capable de les lier ensemble. Si je viens maintenant ici, que je viens lier en fait mes deux champs, ID team avec le ID team, c'est très simple, hein, il suffit juste drag and drop vers l'un et l'autre, il va me créer mon lien. Ici, automatiquement, si maintenant je rajoute mon team, alors je peux le mettre ici ou ici directement, on voit que ça fonctionne. D'accord? Le lien permet tout simplement d'avoir un rapport qui soit cohérent. Ok? Donc, je vais continuer avec mon rapport. Donc, on voit que faire un rapport, c'est vraiment très simple. Il suffit de prendre les champs qui sont présents de ma liste et de tout simplement les drag and drop dans le rapport ou les mettre au niveau des values ici. Je vais faire afficher mon filtre aussi, parce qu'on peut faire des filtres. Donc là, je vais rajouter Office, je vais rajouter la date, le statut, qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre? Bon, c'est tout. Je vais juste rajouter ces points-là. Donc là, ils sont dans un ordre. Si je veux changer l'ordre, si je préfère avoir l'équipe devant, par exemple le fils devant, hop, ça change automatiquement l'ordre dans lequel ça s'affiche. Donc là, le visuel simple, c'est toujours sous forme de table que ça affiche, mais j'ai quand même un certain nombre de visuels ici que je peux utiliser. On va le voir juste après pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc voilà. Donc on voit le statut, les données. Donc là, je vais en faire un tableau croisé dynamique, tout simplement. Donc je vais juste appuyer sur matrice. Et là, donc là, automatiquement, il va se diviser entre rows et colonnes et puis valeurs. Au niveau des valeurs, je vais prendre tout simplement employé, que je vais mettre ici, et je vais lui faire dire, je veux que tu me les comptes. D'accord? Donc, il va me compter le nombre d'employés. Donc, on voit que par équipe, BC, j'en ai 4, D365, j'en ai 5, GP, j'en ai une, et ainsi de suite. Donc, on peut changer un peu cette façon de voir les choses. Donc là, on a mis en colonne Laval, Montréal, mais on peut très bien faire un rapport qui serait plutôt avec l'office, les équipes, les gens, et puis de mettre la date ici, qui permettrait de voir jour par jour qui demande une approbation. D'accord? Donc ça, c'est la ligne qui a dû être créée, qui n'est pas associée avec, avec une équipe. Donc voilà, donc au niveau de la date, on va juste changer le format date. On va s'apercevoir que donc on a quand même beaucoup de possibilités de changer les dates. Là, on voit que c'est un format texte, donc je vais le mettre en date tout simplement parce que j'ai pas besoin de l'heure, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Donc il va changer mon format. Donc là, on voit, il met un format par défaut. Et ici, je peux venir modifier le format vers un format plus standard, plus concis, en fonction de ce qu'on a besoin. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Power BI, parce que ça serait beaucoup trop long, mais il faut savoir qu'on peut rajouter des colonnes, on peut faire un certain nombre de choses, faire des calculs. Il faut savoir que tout ça s'apparente à du Excel. Donc, dès qu'on rajoute une colonne et qu'on veut faire des calculs, c'est tout simplement des formules Excel. Donc, on va retrouver le VLOOKUP, on va retrouver les multiplions, les if, tout ce qu'on peut faire avec Excel, en fait, on va pouvoir, et c'est vraiment
quasiment à 90% le même langage que vous utilisez dans Excel. Donc, une fois que vous avez vos données qui sont là, que vous avez choisi toutes vos données, que vous avez réussi à faire le lien, bah, vos rapports, c'est comme si vous faisiez du Excel, vous partez d'un fichier brut de Excel ou plusieurs fichiers, plusieurs sheets de Excel, et puis vous allez faire des tableaux croisés ou des graphes ou peu importe, qui vont s'appuyer sur tout ça en utilisant des formules. Donc, c'est exactement le même principe, c'est vraiment très très simple. Donc, je vais passer directement à l'application que j'avais montée pour montrer. Il est aussi possible d'incorporer un Power Automate ou un Power Apps, d'accord? Donc, je peux même faire des rapports paginés. Bon, ça devient un peu plus complexe, mais en tout cas, je peux aussi rajouter une application, un Power Apps, c'est ce que je vais faire. Donc, dans mon application que j'ai faite précédemment, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai fait une liste ici pour pouvoir voir les demandes en attente. Ici, des statistiques pour voir ce qui a été rejeté, accepté par équipe. Et j'ai carrément téléchargé l'application que j'ai mise ici, qui me permet tout simplement de pouvoir créer pour moi-même une demande. Alors, je suis dans l'application, donc il faut savoir que Power BI, c'est quand même une station de reporting, donc on n'est pas censé pouvoir interagir avec l'environnement. Pourtant, grâce au fait que j'insère une application, bah, je vais pouvoir directement communiquer à l'application et en rafraîchissant, je vais pouvoir avoir mes données qui vont se mettre à jour. Je ne vais pas le faire. Je peux aussi ici me mettre en mode gestionnaire. Donc ça peut être très très pratique en fait pour un gestionnaire qui permet d'avoir ici la liste de toutes les dates, de voir qui veut venir ou pas, et donc avoir un sommaire. Et donc là, il va pouvoir refuser ou accepter plus facilement en fonction des dates et déjà des personnes présentes. Donc ça permet, c'est un peu toutes les possibilités qui est possible. Ici, j'ai créé des mesures. Donc les mesures, ce sont des champs calculés. D'accord. C'est pas stocké dans la base de données, c'est vraiment un champ calculé, c'est juste une requête et en fonction du contexte, ça vient calculer, ça vient se mettre avec le contexte, ça vient se calculer automatiquement. Je passe tout ça. Donc un petit peu plus complexe que celle que je vous ai montrée juste avant, mais c'est pas beaucoup plus. Donc voilà. On a aussi la possibilité avec Power BI de pouvoir filtrer en fait des données puis d'aller driller en fait ces données sur un autre rapport qui serait plus moins concis. Donc là par exemple j'ai mis sur ce rapport là j'ai mis un filtre permettant en fait d'aller driller sur le champ sur lequel je me positionne. Donc je me suis positionné sur ce champ là, je fais driller et je vais sur la page 2 qui va m'amener sur un rapport où j'aurai juste la ligne qui correspond à ce que j'ai filtré. D'accord. Et ensuite je peux revenir sur mon rapport principal. Donc il est possible de faire tout ça. Il est aussi possible, lorsqu'on clique sur une partie du rapport, de ne faire apparaître que cette partie-là et on voit que tous les rapports vont s'ajuster par rapport à ce qu'on vient d'appuyer au niveau des filtres. Donc voilà, on va se remettre au début. Donc voilà, donc ça c'est la partie de la conception de rapport, jusqu'à où on peut aller. Maintenant, la deuxième partie, c'est de la publier. Donc, une fois qu'on a fait le rapport, il faut le publier. Donc là, il suffit tout simplement de publier. On va dans Publish, on save, et il va nous proposer en fait où est-ce qu'on veut le mettre, où est-ce qu'on veut le publier. Donc là, on a accès à tous les workspaces que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Donc moi, je vais le mettre dans My Workspace dans notre cas précis. Et il va tout simplement le publier. Il voit qu'il y a déjà un rapport existant, donc il va me le remplacer avec les mises à jour que j'aurais pu faire. Donc là, ça prend quelques petites secondes. Tout dépend en fait du rapport. Si plus il est gros, plus ça prend un peu de temps, mais voilà, là c'est fait. Donc là, je vais pouvoir aller directement sur mon application. Et je vois ici que dans mon workspace, en fait, je suis capable de voir l'application Covid et surtout le jeu de données. Alors le jeu de données, il est possible, je vais faire assez vite parce que le temps passe vite, il est assez facile, il est possible de programmer en fait avec, là par exemple, je l'ai programmé à qu'il se rafraîchisse à tous les jours de 5 à 5 heures et à midi. Donc la sécurité, je ne vous le montrerai pas là parce que c'est beaucoup plus lourd. Ensuite, il est possible de voir le fichier, enfin le rapport en tant que tel. Donc on est capable de revoir l'application. Donc là, on est dans le web, on voit l'application, on est capable encore d'interagir avec l'application. Et ensuite, au niveau partage, donc il y a plusieurs façons de partager le rapport. Et donc il y a le partage tout simple, où en fait on choisit, je vais prendre
Charles-Olivier, par exemple, je vais lui partager, donc à mon organisation, je vais lui partager le rapport que je viens de créer. Donc là, il va avoir le lien, il va recevoir un lien qui va lui permettre en fait d'ouvrir le rapport. L'autre façon, c'est de faire des abonnements. Donc on peut créer un abonnement. Pareil, là, je peux l'envoyer à qui je veux, à moi-même et à d'autres personnes de mon organisation, mettre un sujet, envoyer la page que je veux. Je peux envoyer la page 1 ou la page 2 et lui dire, voilà, par exemple, je veux que ce soit tous les lundis à midi, tu reçois le rapport. Et quand on parlait d'interaction tout à l'heure, donc je vais finir par ça, il est aussi possible d'intégrer le rapport dans des applications comme Dynamics. Donc je vais aller sur Finance et Opérations, des 365. Et puis, bon, là, j'ai créé un workspace. Là, je suis sur un environnement qui est à nous. J'ai créé un workspace Power BI spécifique. Et donc, j'ai linké le rapport. Et donc, je suis dans l'application et je suis capable d'ouvrir le rapport et d'interagir de la même façon que si j'étais sur le web, alors que je suis dans mon application professionnelle pour pouvoir. Donc, tout ça en un. Donc voilà. Donc, ça met fin à ma présentation. J'ai un peu débordé. Je suis désolé, je parle beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez approfondir ces sujets-là. Merci beaucoup pour votre participation. Nous vous invitons à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Bonne fin de journée.